Perquisition au cabinet dans le bureau du ministre de la Défense Michel Alliot-Marie. Les juges cherchent à identifier le corbeau de l'affaire Clearstream, une manipulation tendant à mettre en cause, entre autres, le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy. Alors que le député béarnais Jean Lassalle se repose toujours à l'hôpital de Garches en région parisienne, plusieurs responsables japonais mettent en cause la méthode utilisée pour obtenir le maintien de l'usine à Akous. Un hôpital roulant, un train qui va à la rencontre des malades les plus démunis depuis 12 ans en Afrique du Sud. Ce train unique en son genre parcourt le pays 9 mois par an. Et de 5, Lyon va donc être pour la 5e année consécutive champion de France de football après l'échec de Bordeaux face à Lille. Mais pour les Lyonnais, il reste un match à jouer, ne serait-ce que pour le panache. Ce sera dimanche à Paris sur la pelouse du Parc des Princes contre le PSG. La feria de Pâques se déroule en Arles, 3 jours et 3 nuits de fête en marge des corridas, avec aussi les lâchers de taureaux dans les rues de la ville, encadrés par les gardiens. Madame, Monsieur, bonsoir. Nouveau rebondissement dans l'affaire Clearstream, avec une perquisition dans le bureau du ministre de la Défense Michel Alliot-Marie. Les juges s'y sont rendus pour consulter ordinateur et agenda. Ils cherchent toujours la piste qui les mènera au corbeau. Clearstream, c'est le nom d'une société financière, c'est aussi une vaste manipulation visant à compromettre des hommes politiques français, notamment Nicolas Sarkozy, faussement accusés de détenir des comptes occultes à l'étranger via cette société. Explication Olivier Caroff et Patrick Desmully. Son propre bureau perquisitionné, ses agendas saisis. Jeudi, 2 juges d'instruction ont passé plus de 3 heures dans le cabinet ministériel de Michel Alliot-Marie. Leur enquête vise une manipulation dont aurait été victime, entre autres, Nicolas Sarkozy, qui a porté plainte. Point de départ de l'affaire, Clearstream. Cette société luxembourgeoise permet à toutes les banques du monde d'échanger de l'argent entre elles. Elle aurait aussi abrité un système permettant de dissimuler de l'argent sale, de cacher sa provenance et ses destinataires. C'est l'accusation portée depuis 5 ans par le journaliste Denis Robert. Documents à l'appui, ces documents sont au cœur du dossier. Les voici. Des CD-ROM renfermant des milliers de comptes. Denis Robert dit en avoir donné une copie en 2003 à un spécialiste en informatique, sans imaginer la suite. Quand je lui ai donné les CD-ROM, je ne savais pas qu'il travaillait pour les services secrets. Il me l'a dit après, et j'en ai eu une confirmation indépendante de lui. Donc il a travaillé pour la DGSE, il a travaillé sous les ordres ou sous la protection d'un général qui a été perquisitionné depuis. C'est pour cette raison que le ministère de la Défense a été à son tour perquisitionné. Les juges cherchent à retracer le parcours de plusieurs lettres anonymes reçues en mai 2004 par Renaud Van Rimbeck, un magistrat spécialisé dans les affaires financières. Dans l'une d'elles, une version modifiée du CD-ROM. Exemple, dans les comptes de cette banque italienne, quelqu'un a rajouté 2 noms, Stéphane Boxa, Paul Denaghi, des identités fabriquées avec les autres prénoms et le nom complet de Nicolas Sarkozy. Un ou plusieurs corbeaux ont conçu ces faux pour nuire. C'est la conclusion de la DST, dans un rapport commandé par Dominique de Villepin, alors ministre de l'Intérieur. Mais il a pris de longues semaines avant de le transmettre à Nicolas Sarkozy. Depuis, une ambiance délétère règne entre les deux hommes. Nicolas Sarkozy l'a dit jusqu'au sommet de l'État, il veut trouver le corbeau. Le site d'Akous dans les Pyrénées est-il définitivement sauvé après l'accord signé hier avec le japonais Toyal? La question se pose aujourd'hui. Les Japonais laissent entendre que le maintien de l'usine de fabrication de pâtes d'aluminium dans la vallée d'Aspe a été obtenu sous la contrainte. Les 39 jours de grève de la fin de Jean Lassalle, unanimement salués hier, soulèvent aujourd'hui un nouveau débat. Explication Vincent Fourcade et Nicolas Luizet. Heureux dénouement, mais sourire de façade pour le représentant de Toyal. Il s'est engagé à ne pas toucher à l'usine béarnaise, mais déplore d'avoir dû signer le couteau sous la gorge. Car pour faire plier Toyal, Jean Lassalle a mis sa vie en jeu. 39 jours de grève de la faim, 21 kilos perdus. Pour les Japonais, cela s'appelle du chantage. Sa tactique est une tactique de menace. Finalement, cette tactique a entamé l'image de la France comme la destination des investissements étrangers. C'était une tactique peu digne d'un député. Tout aussi les abusés, la direction de Toyal. Elle affirme que les propriétaires japonais ont maintenant perdu toute confiance dans la France et dans la région. Certains élus critiquent la méthode de Jean Lassalle et parlent d'une victoire qui n'en est pas vraiment une. Des élus inquiets pour l'avenir économique de la vallée. L'entreprise s'est dit blessée, humiliée, aujourd'hui. Est-ce que l'entreprise
va faire le maximum pour continuer à investir dans le Béarn, dans les Pyrénées-Atlantiques, après cette action-là? Mais de cette action jusqu'au boutiste, certains préfèrent retenir la détresse d'un député dont les paroles ne trouvaient guère d'écho. Quand il y a un déficit d'écoute, de respect, de reconnaissance, alors on en est contraint à faire des actions excessives. Toujours hospitalisé, Jean Lassalle répète ne jamais avoir rien fait de plus utile. Au Japon, la presse lui a trouvé un surnom, le samouraï des Pyrénées. Rassemblement à Cherbourg de quelques 20 000 manifestants antinucléaires, l'occasion de rappeler, il y a 20 ans, la catastrophe de Tchernobyl et surtout de protester contre la construction d'un nouveau réacteur nucléaire. Reportage, Frédéric Monteil et Chloé Lecomte. Une bombe à retardement, c'est ainsi que les manifestants caricaturent l'EPR, le futur réacteur nucléaire français. Il créerait encore trop de déchets radioactifs. On va les enfouir quelque part. On va en faire un petit cadeau sympa pour les générations futures, pendant des millions d'années. 12 500 manifestants selon la police, 30 000 selon les organisateurs. Et dans la foule, plusieurs centaines d'associations et des politiques de la LCR au vert très remontés. Est-ce que sur le nucléaire, on a donné l'occasion aux Français de choisir et de s'exprimer sur les risques qu'ils veulent courir? La réponse est non. Il est évident que s'ils essayent d'imposer cette centrale et de construire les lignes à très haute tension, eh bien à travers tout l'ouest de la France, les gens se mobiliseront pour démonter ces lignes à très haute tension qui sont un véritable danger. Je sais qu'il y a pas mal de salariés de l'énergie qui pensent que l'EPR est de la création d'emplois. Je voudrais leur dire qu'aujourd'hui, personne s'y retrouve, que le nucléaire est devenu en plus de quelque chose de dangereux, un business qui sert ni à la population, ni aux salariés, mais à quelques actionnaires d'Areva et d'EDF qui vont bientôt s'enrichir sur tout ça. Les écologistes rêvaient d'une manifestation massive, c'est réussi. La mobilisation continue ce soir avec un concert et demain, une visite pacifique encadrée par les forces de l'ordre est prévue sur le site du futur EPR. Cette nouvelle génération de réacteurs nucléaires à eau pressurisée est un projet franco-allemand. Il produirait moins de déchets et serait, selon ses promoteurs, plus sûr. Les explications d'Alban Mikosi. C'est ici, face à la mer à Flamanville, que doit être implanté le premier réacteur européen à eau sous pression. Le terrain est même déjà prêt. L'EPR sera une centrale de 3e génération. Extérieurement, elle ressemblera aux usines actuelles, la technique utilisée étant finalement assez proche, mais produit 2 fois plus de mégawatts. L'EPR, dont la construction doit démarrer l'an prochain, est en fait un outil de transition. L'objectif est de remplacer entre 2015 et 2025 les 58 réacteurs nucléaires actuels qui seront en fin de vie. L'EPR a 3 qualités selon ses promoteurs, consomme 15% d'énergie en moins, est présumé plus sûr et rejette moins de déchets radioactifs. Il a aussi un coût, 3 milliards d'euros. Le problème pour la France est de conserver son autonomie en matière de production d'électricité. Voilà pourquoi les scientifiques travaillent déjà sur de nouvelles sources d'énergie. C'est le projet ITER à Cadarache qui va tenter de reproduire les réactions en chaîne que l'on peut observer à la surface du Soleil. Mais les applications concrètes de ce projet ne sont attendues au mieux qu'en 2050. Après le verdict rendu hier par la Cour de Saint-Omer dans l'affaire d'Outreau 2, la polémique persiste. Un verdict de compromis qui ne satisfait personne puisque les condamnés n'iront pas en prison et que les faits qui leur sont reprochés ne sont plus le viol ou les agressions sexuelles, mais la corruption de mineurs. Benoît Bringer et Antonin Broutard ont retrouvé 3 des 6 condamnés. Au lendemain du verdict, ils sont retournés là où tout a commencé, le quartier de la Tour du Renard à Outreau. C'est ici qu'ils habitaient lorsqu'ils ont été arrêtés en septembre 2001. C'est la Tour du Renard, c'est ça, voilà. Les 2, 4, 6, 7 bâtiments. Et moi, avant, je restais au Fauvette dans le temps. Comme 6 des 7 accusés, hier soir, la Cour d'assises du Pas-de-Calais les a condamnés à 2 ans de prison. Une peine qu'ils ont déjà effectuée en détention préventive. Ils sont donc libres, mais reviennent en coupables. C'est vraiment injuste. Normalement, on aurait dû sortir là la tête haute et puis qu'on sort avec un verdict de corruption de mineurs. Moi, je trouve ça injuste. Corruption de mineurs, c'est la seule charge retenue contre eux. Les accusations de viol sont tombées, mais pour les jurés, les 3 frères et leurs 3 concubines ont porté atteinte à la moralité de leurs enfants. La débauche, c'est qu'on aurait peut-être fait l'amour devant eux, que c'est même pas vrai. Regarder des films porno devant eux, c'est même pas vrai non plus. Alors, je sais pas.
Comme les 3 autres condamnés, ils ont donc décidé de faire appel pour plaider une nouvelle fois leur innocence. Je veux un acquittement, moi. Je veux retrouver mes enfants. Et comme ça fait 5 ans que j'ai perdu sans les voir, alors moi ça fait beaucoup de choses. Il y aura donc un nouveau procès. Mais cette fois, si le parquet ne fait pas appel, ils ne seront plus jugés pour viol et agression sexuelle, mais uniquement pour corruption de mineurs. Un an après l'incendie de l'hôtel Paris Opéra qui a causé la mort de 25 personnes, dont 11 enfants, une marche silencieuse a eu lieu aujourd'hui. Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, s'était fait représenter. L'an dernier, à Paris, 4 incendies ont tué 66 personnes. Et dans tous ces cas, il s'agissait d'émigrés. À l'époque déjà, les associations avaient dénoncé le scandale humain, mais aussi l'absurdité économique de ces logements dans des hôtels inadaptés et qui coûtent aux contribuables parisiens 3 à 5 millions d'euros par an. Dans certains hôtels meublés, une chambre de 9 mètres carrés coûte 1400 euros par mois et les familles s'entassent dans des conditions totalement insalubres. Mathias Sillon et Abdel Zouyesh. C'est un hôtel comme tant d'autres, dans un quartier populaire de Paris. Ici vivent plus de 40 familles sans logement. Depuis qu'elle est séparée de son mari, Maria vit dans 20 mètres carrés avec ses 3 filles. Elles dorment toutes les 4 dans un canapé convertible. Les victimes de l'incendie du Paris Opéra ont toutes été relogées. Maria, elle, attend toujours. Quand il y a une catastrophe, là, oui. Quand il y a des morts, oui. Là, ils bougent. Mais sinon, ils ne bougeront pas. Hein. 1200 euros de loyer chaque mois, la moitié payée par la mairie de Paris. Dans une chambre voisine, Kamel et Mina Boussaïd, ils habitent ici depuis 4 ans. Pourquoi ils ne nous donnent pas de logement alors qu'ils payent plus cher une chambre de 18 mètres carrés? Je connais des gens qui payent un F4 à 450 euros. Par contre, moi, une chambre de 18 mètres carrés, je paye 780, c'est trop. Ici, on est loin de l'hôtel Paris Opéra. Pas d'insalubrité, des normes de sécurité à peu près respectées. C'est la promiscuité et le prix du loyer qui posent problème. Les expulsions augmentent. Les loyers deviennent inaccessibles pour les ménages modestes, pour les jeunes, ceux qui arrivent dans la vie active. Bon, on a une crise du logement sans précédent. Et ça, Borloo et Delanoë pourront dire tout ce qu'ils voudront. La crise, elle est là. Et pour l'instant, les remèdes ne sont pas à la hauteur. Des remèdes que certains des locataires de l'hôtel attendent depuis 6 ans, avec peu d'espoir que cela change. Les fêtes de Pâques représentent pour les chrétiens un temps fort de l'année religieuse, du vendredi saint, jour de la crucifixion du Christ, au dimanche de Pâques, jour de la résurrection. Les fêtes pascales sont le rendez-vous le plus sacré. Explication Florence Griffon et David Fossard. Pour le moment, le cierge pascal n'est pas allumé, mais dans moins d'1 heure, dans la plupart des églises de France, les chrétiens célébreront la résurrection du Christ en allumant des cierges. L'église sera dans le noir, fermée, on sera dehors, les gens ne rentreront pas en principe. Et puis quand on aura fait la bénédiction du feu, la bénédiction du cierge, chaque participant aura son cierge qu'il aura allumé, non pas à son briquet, ça, ce jour-là c'est interdit, mais au cierge pascal. Et du coup chacun aura son visage illuminé par la lumière de son espérance dans la résurrection. Pâques est la fête la plus importante chez les chrétiens. D'après les évangiles, c'est pendant cette fête juive qu'après avoir été crucifié, Jésus fut mis au tombeau. Lorsque Marie-Madeleine et Salomé vinrent embaumer son corps, elles ne le trouvèrent pas. Un ange leur aurait annoncé sa résurrection. Tout a commencé comme ça. On ne sait pas ce qui s'est passé dans cette tombe. On n'a pas de récit de la résurrection de Jésus. On a le récit de ces hommes et ces femmes, Marie-Madeleine, Pierre, Jean et d'autres, qui sont venus au tombeau, qui n'ont rien vu, et puis qui ont fait l'expérience de voir Jésus ressuscité, leur apparaître revêtu de lumière. Traditionnellement, à Pâques, de nombreux baptêmes sont célébrés. Cette année, 2650 personnes seront baptisées, soit 250 de plus que l'année dernière. On estime qu'environ 10% des Français sont des chrétiens pratiquants. Entre ce soir et demain, ils seront donc environ 6 millions à fréquenter les églises et les temples. À Rome, le pape Benoît XVI a conduit hier soir le chemin de croix au Colisée. Dans un décorum qui renoue avec la tradition, le pape a spontanément évoqué les valeurs de l'Église. Compte rendu Gérard Grisbeck et Karine Guillaumin. Toute la journée, les pèlerins ont attendu patiemment pour pouvoir se recueillir quelques instants sur la tombe de Jean-Paul II. La popularité du pape polonais ne s'est pas démentie depuis 1 an, bien au contraire.
Jean-Paul II est donc toujours présent, alors que Benoît XVI célébrera demain sa première messe de Pâques. Sur la place Saint-Pierre, tout est déjà prêt pour la cérémonie. Je pense que c'est important parce que c'est la première grande célébration de ce pape. Et c'est la suite de Jean-Paul II, c'est vrai que c'est pas facile. J'espère que ce pape poursuivra l'œuvre de Jean-Paul II. C'est la plus grande fête des chrétiens, donc ça ajoute un peu plus d'émotion. La plus grande fête chrétienne a commencé hier soir par le chemin de croix au Colisée. Le pape, entouré de milliers de fidèles, a commémoré la passion du Christ. Il a lui-même porté la croix, puis l'a transmise à des laïcs, puis des prêtres, tout au long des 14 stations rapportées dans les évangiles. Dans un discours improvisé, Benoît XVI a dénoncé les menaces contre la famille, condamnant ainsi l'homosexualité, l'avortement et la contraception. Je trouve ça vraiment très bien, et vous voyez toute cette foule et ce silence relatif. C'est comme avec Jean-Paul II. Dans cette épreuve qu'est le chemin de croix, je ressens une grande sérénité. Après le chemin de croix et la veillée de ce soir, le grand moment aura lieu demain sur la place Saint-Pierre où le pape bénira des dizaines de milliers de pèlerins et souhaitera bonne Pâques dans une quarantaine de langues. En Afrique du Sud, depuis 1994, un train unique en son genre parcourt le pays 9 mois par an et va à la rencontre des plus démunis. C'est un hôpital roulant de 16 wagons. Et pour les jeunes médecins qui sont dans ce train, c'est aussi l'occasion de découvrir pour la première fois la face la plus pauvre de leur pays. Dans la région orientale du Cap, voici le reportage de Dominique Derda et Frédéric Ranck. Pour elle, c'est une question de politesse. Chaque matin, avant le début des consultations, Liliane Singo prend le micro et adresse quelques mots de bienvenue à ceux qui, parfois, ont marché des kilomètres pour arriver jusqu'ici. Il est à peine 7 heures du matin et sur le quai de la gare, ils sont déjà plus d'une centaine venus de toute la région. Le train ne fait escale ici qu'une fois tous les 2 ans et il ne reste que 5 jours. Alors mieux vaut arriver tôt, surtout si on a une rage dedans. Naresh Patel est étudiant en dernière année à la faculté de chirurgie dentaire du Cap. Ce petit garçon est son premier patient de la matinée, il en aura une trentaine d'autres au moins d'ici ce soir. Le plus extraordinaire pour moi, c'est de les voir repartir avec un grand sourire. Ils ont toujours pensé que si leurs dents étaient cariées, il fallait les arracher. Quand j'arrive à les soigner, à leur rendre leur éclat, surtout celles de devant, ils sont ravis. Cet hôpital sur rail s'appelle Pelopépa, ce qui signifie bonne santé. De janvier à septembre, il sillonne toute l'Afrique du Sud. Une initiative unique en son genre sur le continent africain, qui a vu le jour en 1994 à la fin de l'apartheid. Dans un pays où longtemps seule la minorité blanche avait accès aux soins, Pelopépa est un symbole, financé en grande partie par la Société nationale des chemins de fer, et pour le reste par des laboratoires pharmaceutiques privés. Tous les 15 jours, des étudiants se relaient bénévolement pour prêter main forte aux 17 permanents. Nos patients nous apportent bien plus que ce que nous leur offrons. On leur rend la vue, mais eux, ils nous ouvrent les yeux. On s'est tous juré que quand on aurait notre propre cabinet, on continuerait à soigner pour rien des personnes âgées, par exemple. On a découvert qu'on pouvait faire plus que vendre des montures à 300 € à des gens qui n'ont aucun problème de fin de mois. Dans les provinces rurales, le médecin, le pharmacien, l'ophtalmologiste les plus proches sont souvent à des heures et des heures de route. Rares sont ceux qui ont les moyens de s'offrir le trajet, sans parler du prix de la visite. Quand je regardais ce qui était écrit au tableau, je ne voyais pas très bien. Parfois même, ça tremblait. À bord de Pelopépa aussi, tout ou presque est payant, mais à un prix défiant toute concurrence. 1,5 € les soins dentaires, 5 € la paire de lunettes. Seule la psychologue consulte gratuitement. Les gens apprécient mieux la valeur des choses s'ils doivent mettre la main à la poche, même pour une somme dérisoire. De cette façon, ils comprennent qu'on ne peut pas toujours donner encore et encore. Et si ce qu'on leur apporte a un prix, ça veut dire qu'on les respecte. C'est une façon de leur rendre leur dignité et ils sont fiers de ce qu'ils ont pu s'offrir. Demain, le train repartira pour une nouvelle étape. Il en reste 22 encore avant la fin du voyage, à la frontière du Mozambique. Chaque année, Pelopépa accueille environ 40 000 patients. C'est beaucoup, mais ce n'est pas assez dans un pays dont la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Alors l'année prochaine ou dans 2 ans, un deuxième train devrait prendre le départ pour aller lui aussi à la rencontre des plus démunis.
En France, le marché des appareils photo numériques a tendance à stagner après les fortes hausses des années précédentes. Près de 45% des foyers français seraient aujourd'hui équipés. Désormais, pour séduire une nouvelle clientèle, ce sont donc les accessoires qui sont mis en avant. Reportage Bruno Timsit et Marie Cros. Ces dernières années, les appareils photo numériques ont envahi les rayons. Toujours plus de technologie, toujours plus petits, plus maniables, difficile de s'y retrouver. Il y en a beaucoup de trop. On ne sait pas de quel choisir. Aujourd'hui, selon les professionnels, 45% des foyers français seraient équipés. Des adeptes convaincus par les avantages du numérique. Le fait de pouvoir choisir entre guillemets sa photo avant même de la prendre, parce que ça s'affiche sur l'écran, pouvoir supprimer, mettre à la poubelle dès qu'on trouve qu'une photo n'est pas réussie du tout. Elle peut être transformée sur l'ordinateur, passer sur l'ordinateur ou sur la télévision. Paradoxalement, cet engouement inquiète les industriels. Seulement 10% de croissance des ventes en 2005, après le boom constaté ces dernières années. Le marché est saturé, les professionnels misent désormais sur les cartes mémoire ou les imprimantes numériques. Alors vous allez avoir donc les accessoires qui vont se vendre énormément du type les imprimantes, qui permettent donc également d'imprimer des photos directement sans passer par les ordinateurs. Donc vous aurez des slots mémoire qui vous permettront d'insérer la carte mémoire directement sur l'imprimante et d'imprimer vos photos en une minute environ. Cette technologie est partout, même dans les labos photos qui ont dû passer au tirage numérique. Mais aussi dans la téléphonie, de plus en plus de mobiles sont capables de prendre des photos. C'est finalement ce qui pourrait menacer, du moins en gamme moyenne, la vente d'appareils photo numériques. Les vacances de Pâques, c'est l'occasion de profiter des dernières neiges dans les Pyrénées, en Ariège. La station de Ax-les-Trois-Domaines est ouverte pour le tout dernier week-end de la saison. Reportage Muriel Lassaga et Olivier Combe. Au bas de la station, c'est un peu morne-plaine. Mais quand on est surfeur visiblement passionné, on va jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout. Ça c'est la dernière, même la dernière descente, parce qu'il n'y a plus rien. Mais bon, on aura profité, hein? Ouais. On aura bien profité. Ça valait le coup. Dernier week-end de la saison, dernière descente pour les skieurs et pour les professionnels. Nathalie est pisteur, du genre toujours heureuse. Elle termine sa première saison dans la station d'Ax-les-Trois-Domaines. Pour elle, pas question de baisser la garde malgré la faible fréquentation. La neige de printemps est molle, attention les genoux. C'est sûr que c'est légèrement plus dangereux, donc c'est sûr que les accidents au niveau des genoux c'est peut-être plus important. Neige dure ou neige molle, comme toujours, il y a les accros, les indétrônables. Eux, ils ont carrément pris un forfait pour toute la saison. Vous êtes toujours là au rendez-vous pour la fin de saison? Pour la fin, pour le début, pour le milieu, tout le temps. Nous sommes des habitués, nous venons pratiquement tous les dimanches. Nous sommes une bande de bons vivants, donc nous faisons du sport toute la journée et puis le soir nous nous retrouvons autour du bar et d'une bonne table et nous en profitons du mois de décembre à fin avril. Aujourd'hui, la moitié seulement du domaine était ouverte. Mais pour la 5e année consécutive, le chiffre d'affaires est encore en hausse et ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, si les Pyrénées ont fait une saison telle qu'elles l'ont connue, c'est surtout dû à notre travail. Un enneigement artificiel important, un travail de damage conséquent, des techniques de travail qui se sont affinées. Résultat, du ski jusqu'à Pâques, dans un cadre toujours aussi majestueux, malgré le manque de neige. Côté mer, c'est le démarrage de la saison de voile. Les plaisanciers retrouvent leurs bateaux, vérifient le matériel, les bouts, les winches, l'accastillage et font aussi parfois quelques ronds dans l'eau avant la saison estivale. Reportage sur les pontons de La Rochelle, Michael Repars et Alain Darigran. Catherine largue les amarres. C'est parti pour la première sortie en mer de l'année. Après un hiver particulièrement long, ce couple de Parisiens retrouve les joies de la navigation. Et la reprise en main n'est pas toujours évidente. C'est coincé dans le crochet là. Et mince. Oh bah on a oublié un petit peu les automatismes, hein, des petites choses qui coincent. Mais bon, ça revient vite. Hein. Difficile aussi pour les manœuvres de navigation de retrouver les sensations et le pied marin. Alors on s'accroche et malgré tout on en profite. C'est un plaisir de savoir qu'on est capable de mener un bateau parmi ces éléments. C'est un grand plaisir, oui.
Les températures un peu fraîches pour la saison n'incitent pas tous les plaisanciers à prendre le large. Certains en profitent pour entretenir leur bateau. Le quai du port prend une allure de chantier. Et je suis en train de caréner mon bateau, c'est-à-dire que j'enlève tout ce qui s'est déposé sur la coque l'été dernier et tout cet hiver. Ah, tous les ans, il faut y passer. Hein. C'est régulier. Au printemps, allez hop, on fait un petit nettoyage. Et après, on navigue. Les vacances de Pâques marquent aussi le début des compétitions à la voile. La Rochelle va accueillir cette année près de 120 régates. 1,5 million de personnes vont fouler les pontons. Démarrage ce week-end avec la Coupe nationale de catamaran de sport. Et à Paris se tient en ce moment le salon de la maquette, porte de Versailles. Ça se passe jusqu'à lundi. Alors, cette année, vous pourrez découvrir plus de 10 000 modèles en tout genre. Avions, vous le voyez, hélicoptères, mais il y aura aussi voitures et bateaux qui sont présentés par 200 exposants, fabricants, artisans ou importateurs. Avions, trains, bateaux, voitures, en tout cas cette passion n'est pas réservée qu'aux seuls garçons. Sarah, 16 ans, est un as du volant, version modèle réduit. Elle a gagné plusieurs courses du championnat de France des voitures radiocommandées. François-Julien Piednoir et Guillaume Fautra. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le célèbre circuit Carole. Le départ est donné. En pole position, un concurrent se détache. 110 km/h en ligne droite. Sous le capot, 42 000 tours minutes. Et derrière le volant, vous ne le connaissez peut-être pas encore, un pilote modèle réduit, 1m60, 16 ans. Elle s'appelle Sarah Pierson. À son palmarès, championne de France de voitures radiocommandées. Un bon pilote, le coup de main, on l'a ou on l'a pas, moi je l'ai. Et si je vous dis que c'est un sport de garçon? Ça me dérange pas. Ça me dérange pas et même j'incite les filles à venir voir ce que c'est la mécanique, le sport automobile. Dans l'écurie familiale, le mécano, c'est papa. Aujourd'hui, il assure le ravitaillement. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Un mélange de 7% de microméthane, fuel, un mélange spécial petite voiture, micromoteur quoi. Mais on peut comparer ça à une vraie voiture, à une S1 par exemple. Ah, c'est mieux qu'une S1 même. Une passion mécanique qui consomme 10 000 € de frais par an. Mais papa ne regarde pas le compteur des dépenses. Je suis très fier parce que bon, comme toutes les filles, c'est vraiment la fille à son papa quoi. Mais je suis content parce que de temps en temps en plus ça donne met la dragée haute par rapport aux garçons et ça fait plaisir quoi. Donc voilà, vous rentrez dans mon petit jardin secret. C'est une chambre de garçon ou de fille là? C'est une chambre mixte. Non, c'est une chambre de garçons, de filles, comme vous voyez, et des posters de voitures. Des posters, des coupes de championnes et les mains dans le cambouis. Le cœur de Sarah bat à 69 000 tours minutes pour la mécanique. Et ça va faire 5 ans que je veux devenir mécanicienne et j'ai pas changé de cap. Encore 4 ans d'études avant de rentrer sur le circuit professionnel à taille réelle. Sarah souhaite devenir le mécano, enfin la mécano des plus grands pilotes. Football, c'était à Lille tout à l'heure. Bordeaux s'est incliné 3-2. Ouverture du score par Bonne-Mère et doublé d'Odamungi du LOSC de Lille. Et puis réduction du score par Darcheville sur penalty et aussi de Faubert. Voilà l'action. Mathématiquement, donc, Lyon a déjà gagné le championnat de France de football. Et même si les Lyonnais affichent déjà la satisfaction des vainqueurs, pas question pour autant de minimiser le dernier match contre le PSG. Ce sera demain à Paris. Julien Benedetto et Benoît Gadret. Ils sont fous ces Lyonnais, fous de joie. Avec leurs 5 titres de champion de France, on dirait des pupilles fêtant un premier trophée. Un salon d'un hôtel parisien, l'endroit est cocasse pour célébrer un titre historique. C'est que Lyon est déjà sacré avant même son match contre le PSG demain. D'avoir l'opportunité de participer au 5e titre d'affilée avec cette équipe, on a construit une belle histoire ensemble, on vit très bien ensemble et je pense qu'on a largement mérité cette fois-là aussi. Ce titre-là nous permet de rentrer dans l'histoire du championnat de France et de s'inscrire dans les joueurs les plus titrés, donc c'est un grand honneur, c'est une grande fierté. À Lyon, les supporters ont d'abord supporté Lille. La victoire des nordistes contre Bordeaux offre un 5e titre aux Lyonnais. Que du bonheur. 5 victoires d'affilée, personne n'a fait, il rentre dans la légende. Allez l'OM. C'est qui le plus fort? C'est Lyon. Et demain on va gagner. Santini, Le Guen, Houillet. Dans ce quinquennat triomphal, les entraîneurs ont défilé, Lyon a toujours régné. La machine à gagner est née un soir de mai 2002 dans l'ivresse d'un premier titre historique.
Un homme fut de toutes les campagnes victorieuses. Juninho, brésilien au pied droit, magique. Monsieur coup franc, ces buts géniaux ont jalonné un parcours de rêve. 5 titres de champion consécutifs, un record. Lyon a dépassé les mythes Saint-Étienne et Marseille. Dans le cœur des passionnés, il y avait la grande équipe des Verts des années 70 et l'OM de Papin et Tapie. Lyon, moins populaire, trône désormais à côté de ces deux géants du foot français. Mais Saint-Étienne détient toujours le record de titres. Comme le veut la tradition depuis 5 ans, dans les jours qui viennent, toute une ville va fêter ses héros. Les championnats du monde de cyclisme sur piste au Vélodrome de Bordeaux, avec la victoire du Français Jérôme Deville dans l'épreuve dite de scratch, messieurs. Le Grenoblois, qui est âgé de 30 ans, remporte sa 3e médaille d'or. La Feria d'Arles inaugure la temporada, c'est-à-dire la saison des courses tauromachiques. Et si en Camargue le taureau est roi, on vient aussi en Arles pour l'ambiance gitane et pour les lâchers de taureaux encadrés par les gardiens. Reportage Isabelle Stess et Michel Comin. Dès le matin, les rues d'Arles leur appartiennent. Les aficionados qui raffolent autant des corridas que de ces jeux taurins qui animent la feria. C'est une passion. D'attraper la queue des taureaux, c'est une passion. Moi, c'est la passion. Donc, moi, j'adore ça. Je suis né à Arles. Donc, c'est toute une vie, c'est impeccable. À défaut de descendre dans l'arène, braver le taureau, tout simplement dans la rue, apporte déjà une dose d'adrénaline aux amateurs de sensations fortes. Et qu'est-ce qui vous plaît? D'être au milieu avec le taureau avec un risque. Je viens d'Australie, spécialement pour la feria, parce que j'adore les taureaux. Pour ceux qui n'y connaissent rien, l'abrivado est une vieille tradition camarguaise. À l'époque, c'était de mener les taureaux qui allaient en course aux arènes dans les villages des alentours. La nuit venue, la fête continue dans l'ancienne église des frères prêcheurs. La bodega des Andalouses rassemble les danseurs de Sévillane. C'est l'alegria, c'est la Sévillane qui ne se danse qu'à Séville, mais qui se répand sur le sud de la France, car l'Espagne pousse un peu sa corne en France. Pour les aficionados, la feria, c'est aussi ça, 4 jours sans sommeil, où l'on danse, sous le regard, cette fois-ci bienveillant, des taureaux. Déjà remarqué pour son premier album sorti en 2003, il s'appelle Louis, c'est un jeune auteur-compositeur-interprète et qui s'affirme aujourd'hui avec un deuxième album intitulé La nuit m'attend. Louis s'emploie avec élégance à remettre le romantisme au goût du jour. Portrait Olivier Lenuzza et Sylvain Juvénal. Le jour vient de se lever, impossible de se coucher, toi qui m'as fait de ces j'en suis déjà. Certains l'ont déjà affublé d'une étiquette, le dandy pop de la chanson française. Ce jour-là, Louis, auteur, compositeur, belle gueule et mèche rebelle, se rend dans un petit studio à la périphérie de Paris. L'artiste vient répéter dans les conditions d'un concert les titres de son deuxième album. Ces nouvelles chansons, Louis les a écrites au sortir des nuits blanches passées en boîte de nuit. Tout à coup, il y avait une ambiance, l'ambiance de la nuit, c'est-à-dire l'ambiance moite, l'ambiance un petit peu érotique, l'ambiance un petit peu déglinguée de la nuit qui apparaissait dans les textes et dans les mélodies. À 15 ans, il jouait avec des groupes dans les bars à Paris. Un jour, il quitte tout, direction le sud, l'Espagne. À cette époque, il lit Céline, découvre Leonard Cohen, trouve un style et retient un principe. Dire juste les choses simplement et travaille pour chercher les mots au fond de toi. La chanson parle au corps et à la limite plus à l'inconscient qu'à l'intellect. Je trouve ça plus intéressant, ou en tout cas je suis meilleur là-dedans.
Il se sent proche des univers de Gainsbourg et Christophe. Louis, salué par la critique, n'a qu'une ambition, à l'image de Raphaël, se faire un prénom dans la chanson. Oui, que vous retrouverez dans quelques instants dans l'émission de Daniela Lombroso en duo avec Tina Arena. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo Patrice Drevet, à 20h50, Gainsbourg pour toujours, donc, présenté par Daniela Lombroso, avec aussi Étienne Dao, Raphaël, Alain Chamfort. Excellente fin de soirée à tous et à tous sur France 2. Bonsoir.